Sarah, merci à tous d'être là. Je suis ravie de voir que ce sujet intéresse un grand nombre de personnes. Alors, à mon tour de vous souhaiter une année bas les masques, j'ai envie de dire. Voilà, que au-delà de la santé, effectivement, plein de petits bonheurs, plein, partout, tous les jours. Alors, pour démarrer cette année, moi, j'avais envie qu'on se pose un peu pour analyser notre rôle d'entrepreneur RH. Vous avez peut-être été voir mon profil, donc je ne vais pas m'étaler dessus, simplement je suis entrepreneur RH et en vrai je crois que je suis entrepreneur RH depuis que je suis en cours de récréation, depuis mon CE1. Il s'est passé une anecdote et je suis devenue entrepreneur RH sans le savoir à ce moment-là. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, je le suis toujours. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Sarah, je vais avoir besoin de vous parce qu'il est évident que on va discuter. C'est un sujet tellement vaste que je vais avoir besoin de vos idées, de vos inputs, etc. Donc, laissez-vous mener et réagissez quand vous avez envie de réagir et encore plus quand je vais vous solliciter. Alors, ce que j'ai envie, pour bien poser le contexte, c'est qu'on décrive ce que c'est qu'un entrepreneur. Comme ça, on parlera à peu près du même rôle d'entrepreneur et ensuite on le décline. Alors, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui suit son cœur, mais qui amène son cerveau avec lui. Parce que s'il n'y a que le cœur qui part, ça ne marche pas toujours. Ça marche quand on est artiste, etc. Mais si on décide d'être entrepreneur, il vaut mieux avoir les deux. C'est intéressant. Par contre, si on n'a que le cerveau, ça ne marche pas non plus. Donc ça, c'est important. Ensuite, le rôle le plus important de l'entrepreneur, à mon sens, c'est qu'il prend un engagement. Un engagement, c'est fort. Vous savez, autrefois, les gens disaient « tu as ma parole ». Aujourd'hui, on demande d'écrire. Donc, quand on est entrepreneur, on prend un engagement fort de créer quelque chose. Alors, on peut créer une opportunité, on peut créer un projet, une activité. L'idéal, c'est un rêve. Il faut vraiment avoir son rêve écrit quelque part. Et puis, on va partir là-dedans. Ça peut être un rêve tout petit au départ. Moi, par exemple, quand j'ai démarré ma carrière, mon rêve, mon Graal à l'époque, c'était de pouvoir comprendre tout ce que faisaient les autres. Voilà, aller comprendre. J'avais ce besoin de comprendre tout ce que faisaient les autres. Voilà. Et je pense que c'est un peu pour ça que je suis tombée en rage. D'abord, je suis allée faire un tour en contrôle de gestion en finance. J'ai compris, mais ce n'était pas ce qu'ils faisaient, c'était ce qu'ils produisaient. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'ils faisaient. Alors, je suis arrivée en RH. Donc voilà, on prend un engagement quand on devient entrepreneur. Et puis, il ne faut pas se leurrer. L'entrepreneur, c'est quand même un être différent. Parce qu'il va prendre quelque chose et il va lui donner de la valeur. Il va rendre cette chose utile. Donc, il va créer ce qu'on appelle de la richesse. C'est, je sais pas moi, on peut très bien avoir plein de choses. J'ai un crayon à la main. Voilà. Eh bien, chez Allegria, là, dans le bureau, ces petits crayons orange, il y en a des verts d'ailleurs, vous en doutez bien hein, aussi, c'est vert du logo. Il y en a plein dans toutes les pièces. Mais être entrepreneur, c'est prendre ce crayon et en faire quelque chose. Et donc peut-être écrire quelque chose avec, compter, enfin j'en sais, dessiner, mais c'est prendre et lui donner de la valeur. Okay, c'est ça être entrepreneur. Et puis, encore une fois, ça rejoint le tout premier qui est qu'on suit son cœur mais qu'on amène son cerveau, c'est que par cette création de richesse, l'entrepreneur, il va répondre à un besoin. Alors après, selon l'entrepreneur, le besoin, il va être déjà existant ou il va le créer pour qu'il devienne existant. Toujours est-il que s'il y a un besoin, il y a un marché. Et être entrepreneur, c'est interagir quotidiennement avec ce marché. Donc, voilà ce que j'avais envie de poser avec vous sur qu'est-ce qu'on entend par entrepreneur pour le reste de la soirée. C'est quelqu'un qui suit son cœur, qui mène son cerveau, qui prend un engagement,
qui rend les choses riches, qui produit de la richesse, qui produit de l'utilité et qui donc interagit avec les utilisateurs de ce qu'il a produit, que ce soit un service ou un produit. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, selon vous, en un mot, comment il fonctionne cet entrepreneur? Alors peut-être vous pouvez l'écrire sur le chat. Et puis Sarah, Caroline, Jonathan, je compte sur vous pour me dire ce qu'il en ressort. Écrivez un mot comme ça qui vous passe par la tête et qui pour vous correspond à comment fonctionne l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il lui faut pour fonctionner? De quelles compétences il a besoin? De quelle énergie il a besoin? Tout ça. Donc pour Véronique, tu as en interaction, Stéphanie, mais avec son intuition. Sylvie nous parle de curiosité. Le premier, je ne l'ai pas bien entendu, Sarah, pardon. En interaction. Interaction, ok, très bien. Loïc dit à l'énergie, Alison agilité. Estelle nous dit motivation. Moi, je mets un +1 pour la motivation. Oui. De l'audace également. Ah. Ok. Du coup, alors, courage, ça me va aussi, j'achète. Du sens. Ouais. De la folie, nous dit Jonathan. Ah ouais. Ok, on va s'arrêter là. C'est déjà extra, super. Si je redis, c'est intuition, curiosité, interaction, rigidité, énergie, motivation, audace, courage, sens, tout ça, tout ça. Attends, je te rajoute juste le dernier qui met plus-value. Plus-value, super. Et bien, plus-value, je le mets à part et je suis ravie qu'il arrive parce qu'effectivement, si je fais le tri, on a plus de 90% des choses que vous avez dites qui viennent du cœur et la plus-value qui est quand même quelque chose qui se mesure, qui vient un peu, du cœur ou des tripes d'ailleurs, qui vient un petit peu plus du cerveau. Et effectivement, on a tout ce qui est là, en fait, vous l'avez dit. La plus-value, je vais peut-être dire que c'est l'expertise. Je ne sais pas qui a dit la plus-value, mais s'il est d'accord avec moi pour... Alors, ce n'est pas la même, ce ne sont pas des synonymes, mais à un moment donné, l'expertise, elle se mesure comme la plus-value. Et tout le reste, ce sont des choses qui viennent du cœur ou des tripes. En fait, ce n'est pas à vous, RH, que je vais le dire, mais un jour, un patron qui était un VP, donc un patron de division dans laquelle je travaillais, je lui présentais la stratégie RH. C'était mon premier rôle de DRH, en fait. Voilà. C'est-à-dire que mon N+1, c'était le patron. Avant, j'étais souvent esclave RH et tout d'un coup, je suis devenue DRH. Et là, il s'arrête et il me dit bon, arrête de me présenter cette stratégie, ça ne va pas du tout. Un être humain, c'est quoi? Et il se lève et il décidément, j'aurais dû amener le tableau et il me dessine un cerveau, un cœur et des tripes. Il me dit c'est ça un être humain. Tout le reste, ça n'est que de l'anatomie. J'ai mis plusieurs années à comprendre qu'il avait raison. Et en fait, quand on regarde ce que vous m'avez dit, qui est assez retranscrit sur le slide que vous avez sous les yeux, ce dont un entrepreneur a besoin, ça vient du cœur ou des tripes. Il a aussi besoin de plus-value et d'expertise, mais ça ne représente que 10% de ce dont il a besoin. Donc, tout le monde, a priori, est doté de cœur et de tripes. Et donc, tout le monde peut devenir entrepreneur. Ça, c'est le message, le premier message que j'ai envie de vous faire passer ce soir. Tout le monde est probablement entrepreneur, déjà. Si on est maman, on est déjà entrepreneur, il ne faut pas se leurrer.
parce que vous organisez forcément des dîners, on appelle ça, des fêtes d'anniversaire pour vos enfants. Donc, vous êtes entrepreneur. Et on va réfléchir tout à l'heure à comment on est entrepreneur, en fait, sans s'en rendre compte. Bien, alors, maintenant, eh bien, on va tous travailler. Il n'y a pas de raison que ce ne soit que moi. D'accord? Donc, on va faire 3 ateliers. Alors, je vais vous décrire les ateliers. Je vais vous décrire comment on va travailler. Et surtout, avant de partir en atelier, j'ai besoin que tout le monde soit OK avec ça et qu'il n'y ait pas de questions, que ce soit bien clair pour tout le monde. Sinon, la richesse va être un peu moindre. Et donc, il ne faut pas hésiter à me dire, Nathalie, j'ai rien compris. D'accord? Alors, le premier atelier, je suis très fan de Mafalda. Je trouve que quand on lit toutes les tomes de Mafalda, on a déjà à peu près compris le monde. Alors, le premier atelier, ça va être, on va devoir répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on devient un entrepreneur RH? Le deuxième atelier, on va devoir répondre à la question, quels sont les risques et quelles sont les solutions, si elles existent, pour l'entrepreneur RH dans l'entreprise. Rappelez-vous qu'on peut, si on décide, tous être un entrepreneur. Et donc, quand on est entrepreneur dans une entreprise, c'est-à-dire en tant que salarié et qu'on a un employeur, on peut aussi être un entrepreneur RH. Donc, je voudrais que ce deuxième atelier réfléchisse à quels risques et quelles solutions pour cet entrepreneur qui est à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, évidemment, vous vous en doutez, quels risques et quelles solutions pour l'entrepreneur RH que j'ai appelé à temps partagé parce que c'est celui que moi je connais, et c'est-à-dire celui qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui à un moment donné a fait le saut, le pas de devenir un entrepreneur RH sans employeur. C'est la différence, principalement. C'est tout. Alors, comment on va fonctionner? Je crois que Sarah va concocter des groupes. On va concocter ces petits groupes. Il faudra mettre vraiment quelques ingrédients, quelques épices aussi, Sarah, il ne faut pas hésiter. Et chaque équipe va travailler sur un atelier. Donc, il y aura 3 groupes, je crois, un pour chaque atelier. L'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3. Je remettrai en fond d'écran les questions, les titres des ateliers si c'est nécessaire. Si vous vous connaissez pas tous, prenez 30 secondes pour vous présenter qui je suis, où je travaille, pourquoi je suis là, mais vraiment 30 secondes, ça va très vite, c'est pas le but du groupe. Ensuite, vous allez décider d'un rapporteur qui va présenter à l'issue des ateliers le résultat de vos réflexions à l'ensemble des participants. Il n'y a pas de consigne précise, tout le monde peut être rapporteur, il en faudra juste un seul. Ensuite, vous ferez un tour d'écran pour le coup, pour échanger sur le sujet et puis partager vos pistes de réflexion, vos questionnements. Voilà, rebondir sur les uns sur les autres. On vous donne une douzaine de minutes pour ça. Et la conclusion est intéressante puisqu'elle sera résumée par le rapporteur. Et il faudra que vous réfléchissiez à une question à me poser en relation avec le thème sur lequel vous avez travaillé. Il y a une question que vous aurez à me poser. Alors, au départ, l'objectif, c'était de me coller au mur. Ah, je ne sais pas répondre. Mais comme j'ai un avis sur tout, même sur la culture des petits pois aux États-Unis et l'impact des gratte-ciel sur cette culture de petits pois, ça va être compliqué. Mais cela dit, voilà, l'idée, c'est que vous posiez une question qui vous permettra d'aller encore plus loin. Et on se retrouve tous ensemble après ces 20 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est clair. Super. Je me dis quand je peux ouvrir les salles. Eh bien, Sarah, on y va, on peut ouvrir les ateliers. On est parti pour 20 minutes.
collaborateurs à gérer avec une myriade de métiers différents que vous n'imaginez très certainement pas. Voilà pour les présentations. Bon, Sarah, vous la connaissez? Un petit peu. Je n'ai tous aperçus à un moment ou à un autre. Ce qui se dégage de ce premier petit tour de table, c'est que tout le monde se demande un petit peu qu'est-ce qu'il y a finalement derrière ce terme entrepreneur RH. Ok. Dans les grandes lignes. Donc finalement, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc Caroline, tu prends l'initiative de faire la rapportrice sur la réflexion. C'est bien. Sachant que je suis un peu au bout de ma vie avec ma voix dans les cavernes. Non, qu'est-ce que quelqu'un veut faire le rapporteur d'ailleurs? Je te sens lancer, Thomas. Allez. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de réflexion. Et je peux m'occuper effectivement prendre des notes. Si. Non, mais je sens que tu vas être à la hauteur, Thomas. Très bien. Je vais faire de mon mieux là. Thomas, il est bénévole. Du coup, pour vous, le terme entrepreneur RH, qu'est-ce que ça peut évoquer? Ça évoque une prise d'initiative, je trouve. Le fait de dire entrepreneur RH, on sait à peu près tous ce que c'est. Mais entrepreneur RH, c'est quelqu'un qui propose des choses et qui les fait avancer. Enfin, un peu de la gestion de projet, je ne sais pas. Vous voyez quoi, vous, dans le terme? Oui, je te rejoins, Sylvie. Je pense que c'est effectivement quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de faire avancer, qui fait preuve de beaucoup de créativité et d'initiative. Pour moi, les deux mots que j'aurais mis, c'est créativité et initiative. Pour que ça aille dans un nouveau sens. Et je sais, Caroline, est-ce que tu peux me rappeler le thème de ton atelier? Comme ça, j'essaie d'être dans le bon sujet. Risques et solutions pour l'entrepreneur RH dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ok. Ah oui, dans l'entreprise, oui, ok. Donc, c'est celui qui est en interne. Et pour moi, sur le coup, je n'estime pas avoir été un entrepreneur RH dans une entreprise. Je pense que j'étais exécutif RH plutôt. Donc, j'ai un peu plus de mal à me projeter sur effectivement comment on peut l'être dans l'entreprise. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pourra donner une vraie impulsion, un vrai dynamisme, une vraie impulsion, qui va être très au fait de ce qui peut, enfin très en veille, très créatif sur ce qui peut être fait à côté, et qui va vouloir dupliquer, et surtout qui est capable de s'adapter à son entreprise. Ça peut être un acteur de la transformation. Ouais, pourquoi pas. Oui. Okay. Non, mais c'est vrai, moi, c'est pour rebondir, effectivement, c'est entreprendre, comme ce que disait Sylvie, entreprendre des projets RH, on peut être en intra, c'est effectivement avoir des projets et conduire les salariés, et pas forcément le budget, mais développer les soft skills chez les salariés, et voilà, c'est un développement pour moi des salariés en soi, pas forcément du budget, de la rentabilité. Nous, on est plus sur du développement personnel alors de chaque salarié ou des managers au global. Voilà. Après, ça peut être un entrepreneur RH qui fait du temps partagé à son compte pour plusieurs entreprises. Ça peut être aussi ça. Oui, donc ça peut être soit un état d'esprit, une manière d'être et des compétences qui font de nous et qui nous donnent un profil entrepreneur, soit un statut finalement de quelqu'un qui intervient comme un entrepreneur au sens un peu de premier du terme, que l'on pourrait penser comme auto-entrepreneur. Ok. Donc il y a déjà ces deux. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie, tu te juges entrepreneur RH? Moi? Ouais. Là, tout de suite, maintenant, non, parce que je viens de recommencer un nouveau poste, mais oui, moi, j'estime que oui. C'est sur mon poste, c'est à moi je fais une gestion de ma masse salariale, mais au niveau humain, enfin, on gère, pour moi, oui. Après, c'est une question de comportement. Je pense que c'est une question d'expérience, c'est une question d'âge, c'est une question de caractère. C'est voilà, c'est à nous de nous construire notre rôle d'entrepreneur, d'arriver à impulser des choses et à accompagner les gens.
C'est une question aussi de la place des ressources humaines dans une entreprise, je pense. De voir comment elle est gérée par le CODI, par exemple, le comité de direction, par le DG. Est-ce qu'on demande juste à la RH de faire le légal ou est-ce qu'on demande justement aux salariés du service RH justement d'apporter, de développer en co-construisant avec les collaborateurs d'autres directions sur plein de projets. Après, c'est aussi à chacun d'entre nous de faire bouger les lignes. Hein. Mhm. Moi, j'étais dans des boîtes où on était au départ inexistants. Je veux dire, à un moment, à force de taper du pied ou à force d'arriver à démontrer que ce qu'on fait sert à quelque chose, parce qu'à un moment, il faut être clair, hein, si les salariés sont mieux, les salariés sont plus rentables. C'est sûr. Ça, c'est Je veux dire, te dis que tu sers à rien, mais que tu arrives à leur démontrer que tu as moins d'arrêt maladie, que du coup, les gens vont moins t'emmerder et qu'en plus, ils vont être plus rentables, bah, au bout du compte, ils t'écoutent. Et donc, c'est d'aller vers, si je récapitule, cette application pure du légal et des RH telle qu'on l'a connue pendant des décennies, vers quelque chose de plus entrepreneurial, plus business partner aussi, et plus large dans le spectre qu'on peut faire. Mais justement, puisque la question, c'est aussi les risques ou les solutions, qu'est-ce qui peut manquer dans nos entreprises, dans vos entreprises, justement pour vivre pleinement cette expérience-là? On en avait déjà un petit peu parlé, je m'en souviens, il y a quelques afterworks de ça. Qu'est-ce qui peut nous manquer aujourd'hui? Bah, peut-être effectivement, comme disait, alors je suis désolée, je me souviens plus de ton prénom, iPhone qui veut changer. Delphine. Delphine, je m'excuse. Hein. Pas de souci. C'est l'idée qu'en ont les DAF ou que peuvent en avoir éventuellement les actionnaires. C'est un peu ces freins-là. Maintenant, je pense que ce qu'il faut, c'est arriver. Enfin, moi, pour avoir été dans des boîtes qui étaient très très business, c'est arriver à leur parler avec leur langage à eux, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas gagner si je fais ça. Parce que le reste, ils s'en foutent. Enfin, il y en a plein au niveau humain, c'est pas leur problème. Mais si on arrive à leur démontrer qu'avec moins d'arrêt maladie, moins de machin, plus de rentabilité au bout du compte, ils gagnent, là, ils écoutent. Donc, je ne dis pas que ça se fait en 15 jours, hein, attention. C'est pas trop beau. Donc, du partenariat et de la pédagogie. Le sens de la communication, si je peux. Le sens de la communication, parce qu'il faut s'adapter à son interlocuteur. Le DG, il faudra lui parler sur certains arguments, le financier sur d'autres, peut-être, etc. Donc, s'adapter pour faire avancer ses projets, il faut connaître le fonctionnement des autres et savoir leurs points faibles, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qui les intéresse, quel est leur résultat, leur objectif à eux, et leur parler en fonction de leurs objectifs. C'est sûr qu'il y en a plein, si tu leur parles du mieux-être des salariés, ils s'en tapent comme de l'an 40. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas leur truc. Mais si tu leur dis business, ils t'écoutent plus et toi, tu arrives à tes fins. Pour compléter, je suis très en accord, moi, avec l'idée, enfin, ce qu'on vient de dire sur le positionnement RH et la vision RH en tant que telle, qui est peut-être l'argument de dire pourquoi aujourd'hui un entrepreneur RH à sa place, c'est parce qu'on attend peut-être des choses différentes de son rôle au sein de l'entreprise. Moi, si je prends plus une vision cette fois-ci, plutôt que de partir du RH, de la posture RH, mais en partant de la posture entrepreneuriale, je dirais que l'entrepreneur RH, c'est celui qui va trouver une recette qui allie à la fois efficacité, productivité et intérêt des collaborateurs. Et en fait, derrière ça, qu'est-ce qui fait qu'une startup va bien fonctionner? Si on parle d'entrepreneuriat, cette idée de lancer un business, c'est trouver un business qui va être rentable, mais qui ne va pas demander beaucoup d'efforts. Et le plus rentable possible avec le moins d'efforts. Tu fais pas RH si c'est pas beaucoup d'efforts. Ah oui. Non, mais ce que j'entends par là, c'est que l'effort, effectivement, nous, on le fournit, mais que l'entreprise n'est pas à fournir autant d'efforts. Mais je trouve que la conciliation de ces deux intérêts, c'est un peu ce qu'on demande aujourd'hui à l'entrepreneur RH. Et c'est trouver, et c'est effectivement, après on revient sur ce qu'on se disait, la créativité, l'innovation, tout ça. Mais à la base, il y a surtout
faire avec peu. Et c'est souvent ce qu'on nous demande. Et je ne pense pas que ce soit une question de positionnement, en fait, parce qu'on demande un peu à tous les services pour leur activité de faire un peu de la même manière, aussi bien au marketing qu'au sales. Mais nous, comme on touche à l'humain, on est tous, je pense, aussi intéressés par l'humain. On pense que c'est une priorité, et je le pense aussi, mais il faut qu'on trouve ces solutions qui coûtent peu finalement. Et ce n'est pas toujours évident. Et c'est là, effectivement, qu'on a ce rôle d'entrepreneur, c'est qu'on apporte des solutions que le business n'aurait pas pensé, parce qu'on a une vision peut-être plus pragmatique sur la réalité des humains, sur ce qui peut se faire sur le marché. Et c'est très bien, puisqu'il nous reste quelques minutes. La question, c'est justement les risques et les solutions pour l'entrepreneur RH dans l'entreprise. Je pense que tu as mis le doigt dessus, tu parlais d'efficacité. Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'état d'esprit à avoir, puisqu'autrefois, on était vraiment sur quelque chose de très fluide. Il fallait ça roule au niveau de la masse salariale, que ça avance bien au niveau du recrutement, que ça avance bien, qu'on s'évite des prud'hommes au niveau des relations sociales. Aujourd'hui, on va chercher une autre efficacité aussi. Est-ce que c'est pas ça quand tu parlais de productivité? Et du coup, est-ce que c'est pas ça les solutions qu'il faudrait qu'on apporte? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi. Comment le reformuler? Autrefois, on était sur une position où le RH, fallait que les choses avancent normalement, que ton légal soit appliqué, que tes congés soient bien posés, que ton recrutement se passe bien, que ta masse salariale entre dans un cadre, etc., etc. Aujourd'hui, on va chercher du bien-être des collaborateurs, on va chercher beaucoup d'autres choses. La guerre des talents, c'est plus juste recruter, passer une annonce, c'est comment on va les chercher, les fidéliser. On a tout un champ d'action plus important. Est-ce que c'est ça que tu entendais, Thomas, par cette productivité? En fait, ouais, j'ai une vision qui est peut-être pas exactement... Enfin, c'est très académique dans ma réflexion. C'est pour ça que j'essaie de trouver quelque chose qui soit un peu plus concret. C'est-à-dire que je pense que la finalité en fait, de nos métiers évolue vers quelque chose de plus stratégique. Et c'est aussi dans ce sens que, étant plus stratège, on a peut-être vocation à devenir entrepreneur et plus exécutant. Et pour moi, c'est ça, en fait, ce qu'on se dit là. Mais la traduction de ça de manière concrète, je cherche à mettre des bons mots sur ce qu'on se dit là. Peut-être que comme un entrepreneur, tu vois, un entrepreneur, il faut qu'il monte son projet, qu'il le présente, qu'il argumente, qu'il le vende, etc. Et je pense que le RH, il a plus ça à faire par rapport à la DG, peut-être qu'auparavant, parce que les enjeux sont peut-être plus forts, je ne sais pas. Mais il faut qu'il soit plus communicant et avec force de conviction pour qu'il puisse faire vendre ses idées, puis avoir quand même du leadership pour entraîner les équipes aussi, puisque si les équipes le suivent, il faut qu'il trouve ses alliés. Je pense qu'il faut qu'il trouve ses alliés dans l'entreprise aussi, qui soit donc stratège et qui sache faire avancer ses projets comme un entrepreneur. Un entrepreneur qui doit convaincre la banque, nous, on doit convaincre le financier, le DAF, il doit convaincre les actionnaires, on doit convaincre le DG. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et puis après, il faut mener à bien, il y a le côté opérationnel, il faut entraîner les équipes dans le côté opérationnel, donc avoir un certain charisme et une énergie pour entraîner les équipes aussi. Ouais. Moi, je te rejoins, je vous rejoins du coup, mais Thomas, je rejoins vraiment ton idée de dire qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup de stratégie, beaucoup d'innovation, de repenser un peu les choses, d'aller chercher de la culture d'entreprise, d'aller chercher de la marque employeur, d'aller chercher. On n'est plus juste administration. En fait, moi, je me rappelle de l'époque où ma mère était administrative du personnel. Juste, voilà, elle était responsable du personnel et ça impliquait bien. Aujourd'hui, on a vraiment le terme de ressources humaines, d'aller les impliquer, d'aller plus loin. Et je trouve que c'est pour ça qu'on devient effectivement un peu des entrepreneurs au final. Même s'il y a une différence de liberté d'une entreprise à une autre, je trouve qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes à ce type de réflexion, à l'entrepreneuriat et qui incluent tout le monde, et d'autres entreprises qui sont encore entièrement fermées. Je me souviens d'une de mes anciennes structures il y a quelques années qui clairement faisait comprendre QVT, marque employeur, pourquoi faire. Contente-toi de gérer, de recruter, et s'ils ne sont pas contents, tu peux licencier. Mais voilà, c'était un peu l'idée.
Il n'y avait pas du tout de projet d'innovation. Donc, je pense qu'on c'est pas forcément encore ancré chez tout le monde. Et je rejoins la première réflexion en disant, enfin, certes, Stéphanie, tu disais oui, il faut se bouger. Moi, j'ai compris que se bouger, ça voulait dire partir. Hein. Personnellement, j'ai arrêté de mettre des coups d'épée dans l'eau. Hein. Mais c'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'effectivement, on a tous vocation à être de plus en plus des entrepreneurs. C'est un peu obligatoire dans notre métier. J'ai pas dit que c'était simple, attention. Oui, oui, non, c'est sûr. Moi, je pense que là, on était presque de l'ordre de l'impossible. Hein. Et tu vois, j'en ai vu quelqu'un se casser les dents après moi et rien n'a changé. Donc, je me dis que j'ai bien fait. Après, je pense que tu as aussi tout ce qui est Covid, etc. et les problèmes qui ont commencé avec les suicides en entreprise, enfin, tout ce genre de choses qui ont de fait fait évoluer la fonction RH aussi. Hein. Ouais. Parce que ça, avant, on n'en parlait pas, quoi. Il fallait poser une question à Nathalie, vu que je vais devoir faire un digital. Est-ce que vous avez une question qui ressort? Une idée? Les risques et solutions pour l'entrepreneur RH, je trouve qu'on a trouvé les solutions, on a trouvé là où il faut qu'on aille. On a plus ou moins évoqué les challenges un petit peu qu'on peut rencontrer. C'est pas une notion de finalement, parce qu'on est d'accord sur la finalité de nos métiers et de notre activité. L'enjeu, c'est de convaincre aujourd'hui. Et comment on y va? C'est comment convaincre, en fait. Comment, en tant qu'entrepreneur RH, convaincre de notre rôle et du bien fondé de nos analyses, en fait. Okay. Plusieurs afterwork RH qu'on tourne autour un peu de cette question, c'est comment on passe de ça à ça, en fait, comment on y arrive. Ok, parfait. Je ferme les salles, je vous laisse revenir et on continue d'échanger la base si besoin. Ça marche, merci beaucoup les amis. À tout de suite. Ah, on est les plus sérieux, les plus érudits. C'est bien quand même. Ah, moi, j'ai toujours mon apéro. Hein. Je suis en retard, mais... Bah, écoute, moi, je suis arrivée juste dernière minute, donc pas eu le temps de prendre l'apéro. Ah bah non, mais moi, j'ai dit à mon mari, je dis, tu me sers un truc quand même, quoi. Je veux dire, un moment. Et ben voilà, ça parle d'apéro. C'est l'heure. Je parle de l'apéro. Super. Je ne sais pas si tout le monde... Ça arrive. Ah, Benoît est arrivé. Tout le monde est arrivé? Super. Ouais. Benoît était avec Jonathan. Salut Benoît. Désolé pour le retard. Hein. Bonjour Benoît. Ok. Donc Sarah, tu me confirmes que tout le monde est revenu. On a perdu personne. Ça arrive. Là. Oh là là. On ne pouvait plus se quitter. On ne pouvait plus se quitter, c'est vrai. Mais on est toujours entre nous, il y a les autres. Ah non, les autres, c'est la science commune. Ah oui, oui. Il faut être On a été Attention à ce que tu dis, hein, parce qu'il y a les autres. Attention, hein. En tout cas, c'est des sujets passionnants. Oui. C'est vraiment hyper passionnant. C'est clair. Ok. Tu nous dis, Sarah, tu lances le top quand tout le monde est revenu. Et ben, je pense que là, tout le monde est là, je pense. Après, je vous laisse. Super. Donc, tous les groupes ont élu un rapporteur. Et donc, on va discuter. Oh, j'ai plus mon... Voilà. Oh, je vous ai perdu. Non, on t'entend plus. On est toujours là. Ça y est, je vous ai récupéré. Je vous ai perdu, mais tout va bien. Alors, on va tous élire un rapporteur. Vous avez tous élu un rapporteur, donc on va faire la restitution. Et donc, je vais demander à chaque rapporteur de faire son débriefing et de me poser la question qu'ils ont décidé de me poser. Alors, qui veut être le premier? Je remettrai les slides après, ne vous inquiétez pas. Qui veut être le premier groupe, le rapporteur du premier groupe? Il faut rappeler quelle était la question, nous donner grosso modo le feeling de ce qui s'est dit, et puis poser votre question.
À vous. Rapporteur premier groupe, donc on est deux. Je démarre, Véronique, si tu veux. On est deux, vous êtes deux déjà. Ok. Rapporteur du premier groupe. La question, c'était pourquoi est-ce qu'on devient entrepreneur RH? Voilà, ça c'était la question. Ce qui est ressorti des échanges, c'est que en fait, on devient entrepreneur RH parce qu'on veut effectivement amener aussi du changement. Alors, ce qui est ressorti du groupe, c'est vraiment que à un moment donné, on devient entrepreneur RH parce qu'on a envie d'autre chose. En fait, on a envie de rétablir un peu la noblesse du métier qui était à la base d'être. Je suis en train de parler. Je suis désolée. D'être dans la relation humaine, de sortir de la maltraitance qu'on vit parfois dans nos organisations, en fait, et de ramener vraiment de l'humanité dans cette fonction RH. Avec l'idée de faire moins de concessions, d'acquérir de la liberté, de se prendre en main aussi parce qu'on a envie de changer les choses pour soi, mais aussi pour les autres. Qu'il faut être aussi dans la gestion de projet, qu'il faut être moteur beaucoup, mais il y a aussi sans doute une question de personnalité qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais voilà. Et que ce qui est ressorti de notre groupe aussi, c'est qu'on devient aussi souvent entrepreneur RH. Finalement, quand à un moment donné, on a il faut un déclic, en fait, le déclic de se dire ce que je vis aujourd'hui dans mon organisation, en fait, ne correspond pas à ce que je suis et c'est pas ce que je veux faire de la fonction RH. Donc, cette fonction-là, si j'arrive pas à ce changement-là, si j'arrive pas à l'emmener dans mon organisation, je peux l'emmener ailleurs en étant en externe d'une organisation. Voilà, mais du coup, je m'arrête là parce que sinon, je vais… Non, c'est bien, non, c'est bien. En fait, effectivement, dans le groupe, si le métier RH s'éloigne de nos valeurs, c'est vrai que on n'est pas aligné, on n'est pas en phase avec ce qu'on aime et surtout ce pourquoi on fait ce métier, en fait. C'est vraiment pour être au plus près des salariés qui souffrent dans des grandes entreprises, ou moyennes. Voilà, le contexte est quand même très compliqué. Et vraiment, dans le côté entrepreneuriat, la culture transverse, c'est la culture du changement, c'est l'accompagnement, c'est être au plus près des salariés, voilà, et revenir. Alors, j'avais pas dit, enfin, c'est vrai qu'on a parlé de revenir un peu à nos fondamentaux. Moi, je mettrais juste une parenthèse, c'est que dans le métier RH, moi qui viens du commerce, ça a toujours été la variable d'ajustement. Les RH n'étaient pas consultés. Aujourd'hui, les RH, on les retrouve dans le comité de direction. Donc, c'est vrai qu'on peut un peu mieux les entendre et leurs équipes aussi. Mais il est vrai qu'on s'éloigne aussi des valeurs au travers des plans sociaux, de la culture de la performance, etc. Donc, c'est vrai que pour résumer, c'est revenir grâce à l'entrepreneuriat, c'est revenir un peu à nos fondamentaux et faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire aider. Enfin, c'est pas Mère Teresa forcément, mais c'est aider, voilà, dans ce sens-là. Merci à toutes les deux, c'était extrêmement riche. Est-ce que vous avez une question à poser? Merci Sophie. Une question, alors attends, parce qu'on avait zappé l'idée de la question. Une question qui serait orientée sur quel sujet, enfin sur… Tournerait autour du sujet de pourquoi on devient entrepreneur, c'était le thème de votre groupe. Est-ce qu'il y a une question que vous avez envie de me poser? Ah oui. Vous pouvez y réfléchir pendant que les autres groupes débriefent ou alors vous l'avez tout de suite. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'on est plus épanoui en étant entrepreneur RH? Et de quelle manière, en fait? Et de quelle manière? Ok. Alors, la réponse est oui, bien entendu. De quelle manière on est plus épanoui? Alors, de quelle manière je suis plus épanouie? Je vais pouvoir répondre. Je suis plus épanouie parce que quand je décide de faire quelque chose qui va me coûter, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on fait quand même des choses qui nous coûtent, je le décide moi. Et je le décide pour une raison qui me tient à cœur à moi ou qui tient à cœur à quelqu'un qui est important pour moi. Ça peut être un client, ça peut être un de mes salariés. Voilà. Et donc, le sens, au départ, est porteur. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le sens pour raconter la belle histoire qui va autour, c'est que c'est le sens qui porte. Donc, oui, c'est plus fort. Cool, parfait, merci. Groupe 2, number 2. Alors, qui est le rapporteur du groupe 2? Quelle était votre question? Quel est votre résumé autour de cette question? Et quelle est la question que vous avez envie de me poser?
Il me semble qu'on était le groupe 2, hein, si Sarah, tu me confirmes, oui. Je confirme. Merci Thomas. Donc, je suis la personne désignée volontaire pour être rapporteur. Donc, on a une thématique, une question, pardon, qui était le risque et les risques et solutions pour l'entreprise, pour l'entrepreneur RH, pardon, dans l'entreprise. Donc, on a partagé nos différents points de vue. On est parti, en fait, du rôle de l'entrepreneur initialement, hein, tel qu'on le concevait. Donc, on a parlé de créativité, d'initiative, qui étaient les deux facteurs un peu primaires, hein, à la notion d'entrepreneur RH. Tout ce qui en découle, on a évoqué l'importance de créer des projets, de s'intéresser aux collaborateurs, du fait qu'on était proche des collaborateurs en tant qu'entrepreneur RH, en tant que RH d'abord, dans un premier temps. Et en tant qu'entrepreneur RH, on avait peut-être le rôle d'apporter aussi à l'ensemble de l'entreprise cette notion d'humain qui nous est chère. Et donc voilà, c'était le postulat de départ. En partageant un petit peu nos points de vue, en faisant évoluer notre réflexion, on s'est dit que finalement, on n'avait pas tous le sentiment d'avoir été entrepreneur RH dans toutes nos organisations, ou en tout cas que les organisations étaient réceptives à la notion d'entrepreneur RH. Donc par rapport à cette notion de risque, il y a peut-être cette confrontation à des niveaux de maturité dans les organisations qui n'acceptent pas tous les entrepreneurs RH, ou en tout cas qui n'acceptent pas le changement venant des RH. Et donc, le fait qu'il y ait des obstacles. Ces obstacles, c'est convaincre finalement du bien fondé de nos analyses, convaincre de réflexion, convaincre de l'importance que peuvent avoir nos réflexions et notre point de vue. Et du coup, on a un peu bloqué sur cette notion de convaincre. Mais ça c'est l'objet de notre question, du coup, qu'on posera tout à l'heure. Mais pour poursuivre un petit peu sur notre réflexion, on s'est surtout dit que, comme le disait Véronique à l'instant, dans les conclusions, je pense qu'il y a deux mondes. Un monde dans lequel on avait peut-être pas le même positionnement en tant que RH au sein des organisations, un rôle un peu plus exécutant, où on était dans soit des analyses très légales, soit une exécution très administrative, des tâches liées aux collaborateurs, liées au personnel. Aujourd'hui, on a une position qui est beaucoup plus stratégique au sein des organisations. Et la notion de stratégie est en lien avec, je pense aussi, le rôle d'un entrepreneur qui, par la gestion de sa stratégie, va toucher à énormément de domaines, à énormément de sujets, devoir se renseigner, étudier le marché, étudier les tendances. Et en fait, à travers ça, finalement, c'était notre conclusion, c'est qu'il faut qu'on puisse, en tant qu'entrepreneur, être documenté sur énormément de choses, s'intéresser et sortir finalement de la bulle purement RH. Et c'est peut-être ça le rôle d'entrepreneur RH, c'est de faire le lien avec l'ensemble des services et de décloisonner finalement l'entreprise parce qu'on est un service qui est en lien avec l'ensemble de l'entreprise à travers justement les collaborateurs, puisqu'on est présent, les collaborateurs sont présents partout. Et donc, notre question, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'était donc comment convaincre du bien fondé de nos analyses et de nos réflexions quand on est entrepreneur RH. Super question. Excellent. Merci pour votre retour. J'ai noté plein de choses. Alors, comment convaincre du bien fondé de ce qu'on apporte quand on est entrepreneur RH? Vous avez un peu répondu à la question. Il s'agit d'une posture. En tout cas, chez Allegria, c'est ce qu'on pense, c'est ce que moi, je suis intimement convaincue. Un jour, un patron, pas le même que la dernière fois, mais en fait, mes patrons m'ont dit plein de choses, j'aurais dû prendre un 40 minutes. Un jour, un patron m'a dit, habille-toi comme le poste que tu veux occuper s'habille. Alors, je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. À l'époque, la tenue vestimentaire avait un vrai rôle. Et bien, c'est un peu pareil quand vous voulez convaincre en tant qu'entrepreneur RH intra ou out of du bien fondé de vos actions, des décisions, de vos préconisations. Ben, il faut avoir la posture de l'apporteur de solutions. Et je pense que vous l'avez très bien mentionné,
Et nous, on le remarque chez Allegria quand on accompagne des RH, des plus loin RH qui veulent faire le pas et de venir diriger une agence Allegria, par exemple. Il faut qu'on passe de la posture d'exécutant, même si c'est exécutant au niveau d'un comité de direction, on est quand même exécutant, à apporteur de solutions. Et c'est juste, alors ça paraît peu, mais ça fait toute la différence. Et alors, moi, mon expérience, c'est que j'ai beaucoup quand même travaillé dessus. Et il y a un regard qu'on change et qui permet de faire tout, comment on appelle ça, c'est comme les dominos là, qui tombent tous les uns après les autres. C'est qu'on va considérer la personne à qui on s'adresse non pas comme notre employeur, encore moins comme notre supérieur, mais comme notre client. Et donc, quand je suis DRH chez Valeo et que je suis au comité de direction, la seule femme, accessoirement, quand j'ai démissionné de Valeo, c'est ce que m'a dit mon VP. Et alors, il n'y aura plus de femmes au comité de direction. Alors, je me suis dit, waouh, j'ai enfin compris toute ma valeur ajoutée. mais c'était quand même particulier. Donc, quand on est RH au comité de direction et qu'on va vendre, ou demander d'ailleurs, quand on est en posture de salarié, on ne va pas vendre, on va demander un budget pour. Pas tout à fait pareil. On va demander un budget pour une formation spécifique sur un management transversal. Bon, je me rappelle bien de cet exemple-là. Il nous fallait un organisme de formation qu'on avait à peu près ciblé, qui venait faire une formation sur la communication interpersonnelle, puisqu'on était en organisation matricielle, bien entendu, et qu'il fallait savoir dire à quelqu'un, j'ai besoin que tu fasses ça pour ce projet-là, mais sans avoir la casquette de chef. Et ça, c'était hyper difficile. Donc, on montait un projet comme ça de formation. Et bien, je me suis adressée, non pas au VP, mais au comité de direction entier, en tant que salariée, en tant qu'exécutante. Donc, je ne me suis pas mise en deçà de mon VP, je me suis mise en deçà de tout le comité de direction. Et naturellement, ça n'a pas fonctionné. Parce que chacun y est allé de son « Ah oui, mais moi j'ai besoin de savoir et le ROI », et puis l'autre « Ouais, mais tu te rends compte, le temps que vont passer tous les chefs de projet dans cette formation ». Chacun autour de la table y est allé de son contre-argumentaire, sans aucune autre proposition, bien souvent. Et c'est là que, en sortant, le VP Sales m'a dit « Il faut que tu t'habilles par rapport au poste que tu veux prendre. » Et là, j'ai compris, en fait, qu'il fallait que j'y aille avec une autre posture. J'ai laissé passer quelques mois, mais pas longtemps, hein, je sais plus, il y a dû avoir 2 ou 3 comités de direction où on n'a pas reparlé du sujet, je ne l'ai pas remis sur la table pour créer un petit peu cette structure. Et quand j'y suis revenue, j'avais une posture qui était différente. Je ne l'ai pas faite toute seule, j'ai été accompagnée en me disant non, il faut que je prenne une autre posture. Et effectivement, je me suis adressée à eux en tant qu'apporteur de solutions. Et je me suis dit, eh ben, ils veulent, c'est bien, ils ne veulent pas, c'est bien. Voilà, je n'y allais pas pour gagner quelque chose, je n'y allais pas pour vendre quoi que ce soit. J'y allais parce qu'ils avaient un problème et j'avais une solution. Et mon discours a été complètement différent, ne serait-ce que dans le ton de voix, ne serait-ce que dans la posture, dans l'habillement. Et ça a fonctionné. Alors évidemment, il faut toujours arriver avec quelque chose qui change, qui est différent par rapport à la première fois. Dans mon cas, c'était une redite, donc il fallait que j'arrive avec quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, la formation, c'est pas sur 4 jours, c'est sur 5 jours finalement. Enfin, voilà, il fallait qu'il y ait un truc nouveau qui puisse leur dire « Ah ok, donc si c'est sur 5 jours, c'est mieux. On va y aller, pour pas qu'ils aient l'impression de changer d'avis. » Mais tout est dans la posture en fait. En interne, tout le monde peut être entrepreneur RH, rappelez-vous, hein, on l'a dit au début. C'est juste la posture que vous allez adopter. Vous vous adressez à des clients parce que vous leur apportez une solution, même en interne.
c'est répondu? Oui, merci, merci beaucoup Nathalie. Si je comprends bien, juste pour être sûr d'avoir bien saisi le message, à travers la posture, finalement, c'est se détacher de son idée, c'est ça? Se détacher du résultat presque même, en fait. On apporte une solution, elle est prise, elle est retenue, tant mieux, elle n'est pas retenue, tant pis. C'est juste quelque chose que j'apporte à mes clients. C'est ça. En fait, quand vous rentrez dans la pièce, il faut déposer l'enjeu juste derrière la porte. Et vous rentrez sans l'enjeu. Parce que si vous amenez votre sac à dos avec tout l'enjeu dedans, vous êtes à peu près sûr d'échouer. Voilà. Le groupe numéro 3, parce que le temps tourne et je vais... Qui est le rapporteur du groupe numéro 3? Quelle était votre problématique à traiter? Quel est votre résumé et quelle est la question que vous avez envie de me poser? Notre problématique, c'était effectivement les risques et les opportunités de l'entrepreneur RH à temps partagé. Ouais. Donc nous, on l'a traité un peu d'une façon un peu particulière après proposition de Loïc, à savoir quelles sont les 10 façons de se planter. Et du coup, c'est Sylvie, notre rapporteuse, qui va exposer l'ensemble de notre travail. Alors oui, donc en fait, pour nous, la meilleure façon de se planter, c'est si jamais il y a un mauvais équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, avec un risque que la vie professionnelle l'emporte sur la vie privée. Également, si on ne maîtrise pas son temps entre les différentes activités. Si on n'a pas pris le recul suffisant pour apprendre de ces missions, notamment appréhender les différentes cultures d'entreprise. Autre facteur de plantage, c'est si on n'a pas développé son réseau d'influence en amont avant de se lancer, et aussi en interne, étant donné qu'on est à temps partagé, on ne connaît pas bien tous les schémas de communication, tous les réseaux d'influence, et pour réussir sa mission, quelquefois ça peut être un peu plus compliqué qu'à l'habitude. Autre facteur d'échec, c'est si on n'a pas confiance en soi. Quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, on peut avoir un peu... c'est la roue des émotions. Hein, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Il faut gérer ça. Et qu'est-ce qu'on en dit encore? Si on n'a pas la bonne posture, on avait aussi relevé ce fait. Alors, notamment, en fait, là, c'est un peu ambigu, puisque en tant que salarié, on va être en posture basse, où on va devoir répondre à un travail, à obéir à des directives, alors que quand on est auto-entrepreneur, là, on doit être en posture haute, et c'est là où on prend les décisions. Donc, en fait, il y a un peu un sentiment ambivalent. Voilà ce que nous avions dit. La question, on avait totalement zappé. Moi, j'en ai une, si jamais personne n'en a, mais si le groupe en a une aussi, allez-y, puisqu'on avait... Je suis rapporteur. Exactement, ouais. Alors, moi, je dirais, c'est comment peut-on faire pour développer son réseau, puisque, à mon sens, c'est l'un des nerfs de la guerre. Ok. Ça marche. Alors, déjà, bravo pour redire la problématique. Quelle est la meilleure façon de se planter? J'adore. Je le reprendrai. Alors, comment faire pour développer son réseau? On a tous du réseau. Donc, peut-être que, si vous me permettez, peut-être que l'idée, c'est comment faire pour intéresser son réseau. Parce que je repense à une personne qui va probablement me rejoindre dans le réseau Allegria, qui me dit, c'était son principal obstacle, c'est pour ça que votre question, Sylvie, est assez intéressante, qui me dit, voilà, moi j'ai très envie et tout, mais en fait je ne connais que des RH,
des plus loin RH, je ne connais que des personnes qui travaillent en RH, je ne connais personne qui soit chef d'entreprise. Et donc, je veux bien faire du RH à temps partagé, mais comment je fais, comment je développe mon réseau. Voilà, à chaque fois, c'est comment je développe mon réseau. Et j'ai envie de dire que votre réseau, vous l'avez. Parce que si vous connaissez des personnes qui travaillent en RH, elles-mêmes sont dirigées par un chef d'entreprise. Donc, ce n'est pas comment vous développez, c'est comment vous intéressez votre réseau. Encore une fois, c'est une question de posture. Voilà, c'est pourquoi j'ai besoin du réseau. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si ça avait été cité, je ne me rappelle plus, mais pour être entrepreneur, en tout cas pour être entrepreneur chez Allegria, il faut être généreux. Voilà, chez Allegria, on est généreux. Alors moi, j'ai tendance à dire qu'on est généreux avec qui on a envie de l'être, mais quand même, on est généreux et c'est important parce que quand vous allez en réseau, vous allez donner et puis après, peut-être, vous allez recevoir. Peut-être. Et si vous ne recevez pas, c'est pas que vous n'avez pas donné assez, c'est que vous avez donné ce que les personnes n'attendaient pas. C'est juste ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit, il y a toujours une adéquation entre un besoin qui existe ou qu'on a créé et la solution qu'on va apporter. Et bien, quand on est en réseau, c'est pareil. Il y a, quand on discute avec quelqu'un, on l'écoute et on va percevoir ce qui est important pour lui. Et si on a quelque chose à lui dire qui va satisfaire ce qui est important pour lui, alors on va l'intéresser. Et du coup, il va en parler à son patron qui se trouvera être un chef d'entreprise. Alors, au début, c'est très compliqué. Moi, quand j'ai décidé de créer Allegria, vous allez rire. J'étais donc DRH dans un grand groupe, donc naturellement, j'étais en région parisienne et je travaillais sur Paris. Et j'ai décidé de créer Allegria à Grenoble. Alors, parce qu'en fait, j'ai suivi l'homme de ma vie. C'est tout simple. C'est qu'au bout d'un moment, on a dit, zut, on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les rend? Ben non, on ne peut pas les rendre, donc on a envie de s'en occuper un peu, donc on va déménager, on ne va plus être en région parisienne. Et du coup, me voilà arrivée à Grenoble, et là, je me suis dit, pour ceux qui étaient dans mon groupe, ils savaient que ça a galopé et qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que j'ai décidé de devenir entrepreneur. Je me suis dit, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous les feux de la vie ne se mettront pas au vert tous en même temps. Il faut oublier ça. C'est pas le moment, c'est une fausse excuse. Vous le savez tous. Et pourtant, on se l'a dit. Moi, la première, je vous l'ai dit souvent. Là, c'est pas le bon moment. On voit, je n'ai pas eu le temps. C'est pas vrai. Tout le monde a peur. Mais à un moment donné, c'est normal. Ça, par contre, c'est normal. Celui qui vous dit qu'il n'a pas peur, il vous ment. Donc voilà, l'univers ne conspire pas contre vous, loin de là, mais il ne se met pas non plus en quatre pour vous aider. Donc à un moment donné, c'est vous qui allez devoir décider d'y aller. Et moi, j'ai pris cette décision. Et il se trouve que chez Valeo, j'avais un poste. Il y en avait 11 postes, enfin 12, 11 de plus que moi. Donc, Nathalie Lopez-Pelayo, tout le monde la connaissait. Et s'il ne me connaissait pas de visu, il savait quel poste j'occupais. Pas forcément qui j'étais, mais quel poste j'occupais. Donc, pour avoir une info, c'était hyper facile. Okay? Où que j'appelle, j'appelais dans n'importe quelle division du monde de Valeo, je disais, je suis Nathalie Lopez-Pelayo, VP VES, paf, tout le monde savait qui j'étais. Et donc, je pouvais demander n'importe quoi. Et je l'obtenais, en RH, évidemment. Okay. Me voilà arrivée à Grenoble, je venais de m'enregistrer, je vais à la CCI à une conférence hyper intéressante. Naturellement, comme j'avais plus d'assistante, j'avais zappé que j'avais plus d'assistante. Donc, je n'étais pas du tout inscrite à la conférence parce qu'avant, il suffisait que je fasse suivre le mail et on faisait tout le nécessaire. Et donc, je suis arrivée et mon nom n'était pas sur la file. Vous savez, on me dit, vous êtes qui? Nathalie. Alors déjà, Nathalie Lopez-Pelayo. Ah, ben, je ne vous ai pas. C'est quelle société? Allegria. Vous pensez bien, Allegria, ce n'était pas du tout connu. Allegria, vous l'écrivez comment? Alors moi, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu, ce genre de choses. Okay. Et j'ai eu un badge écrit à la main, vous savez, pour les retardataires qui n'ont pas pu s'inscrire. Voilà.
Et bien ça, c'est quelque chose qui finalement est assez compliqué à vivre en vrai. Maintenant, je le raconte et j'en vis, mais c'est assez compliqué à vivre. Et on apprend à être personne. Et c'est chouette parce qu'après, tout est à reconstruire. Et le réseau, il se construit comme ça. Il se construit quand on arrive et qu'en vrai, on n'est personne, mais ce qu'on est, on va le donner. Et forcément, vous allez rencontrer un chef d'entreprise qui va vous dire « Ah, mais moi, je prends, on fait un after-work avec du vin et du fromage tous les jeudis soirs, du premier jeudi du mois avec d'autres chefs d'entreprise, il n'y a qu'à venir. » Et hop, on va intégrer des réseaux de chefs d'entreprise comme ça. Mais au départ, mon expérience à moi m'a appris qu'au départ, il faut être très humble et très généreux. Et alors, ça vient. À condition d'intéressé. Et donc, on intéresse quand on est généreux, quand on essaie de comprendre ce que l'autre veut. Et si on peut, on l'aide à construire ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est faisable, c'est complètement faisable. Et aujourd'hui, effectivement, chez Allegria, on a ces réseaux-là et je reconnais que c'est plus agréable pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Mais certains ont cette hantise. Comment je vais faire? Ok, alors il est 20h20. Sarah, il faut me dire combien de temps il nous reste et j'ajuste. Je pense qu'une petite dizaine de minutes, c'est bien, si ça te paraît tenable, comme ça, voilà, je sais qu'il commence à être un peu tard, on commence à avoir un peu faim et du coup à vouloir se distraire un peu, je pense. Ça marche. Alors, je vais repartager mon écran. J'espère que c'est bon, oui. Et je vais aller un peu plus vite, je vais passer des slides. Ce que je vous propose, voilà. Juste avant de conclure, en fait, je vous ai un peu raconté mon expérience et voilà, plein de choses que je n'avais pas forcément tout prévu de raconter d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse de vous faire passer encore comme un message, on en est au 3e, c'est que l'entrepreneur RH, on a parlé de l'entrepreneur, on a parlé de la posture. L'entrepreneur RH, d'ailleurs, quand on reprend la posture et le réseau, si certains d'entre vous aiment lire, il y a un bouquin qui parle assez bien de tout ça, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si certains le connaissent ou si certains l'ont déjà lu. C'est un bouquin qui est très intéressant à lire quand vous vous posez la question, et notamment du temps, vie pro, vie perso, etc. Voilà. Bref. Donc, mon 3e message, c'est que être entrepreneur, c'est bien. Être entrepreneur RH, ça va bien au-delà. Vous savez, au tout début, on a dit qu'être entrepreneur, c'était prendre un engagement. Quand on est entrepreneur RH chez Allegria, que l'on soit, alors que ce soit moi ou que ce soit toutes les allégriettes qui travaillent avec moi, en soi, elles ne sont pas entrepreneurs puisqu'elles ont un salaire, mais je vous assure que dans l'âme, elles le sont. Parce que quand elles arrivent chez les clients, elles ont la responsabilité de développer le capital humain du client et elles sont le seul référent RH dans cette entreprise. Et les clients qui travaillent avec nous n'ont aucune obligation de travailler avec nous. Il n'y a pas d'obligation légale d'avoir un RH. Donc, s'ils décident de travailler avec un RH à temps partagé, c'est que il a des attentes et il met un budget en face de ces attentes. Et donc, en face, quand il continue de travailler avec nous, c'est qu'on a réussi à développer le capital RH des personnes qui travaillent avec lui. Et ça, c'est une sacrée responsabilité parce que le chef d'entreprise, il nous livre un gros paquet avec ses salariés dedans. Alors après, il faut démêler le vrai du faux, le ci, le ça, mais c'est quand même une sacrée responsabilité. Tout à l'heure, on a vu qu'être entrepreneur, c'était une responsabilité, c'était un engagement. Mais être entrepreneur RH, ça va encore plus loin parce que la responsabilité, c'est celle de l'humain.
Donc, on a focalisé sur ces deux-là. Je vous ai parlé de moi, pourquoi j'avais décidé de basculer. Parce qu'à un moment donné, on est coincé, vous voyez, ici, entre les contraintes qui se décuplent et puis les ressources qui se limitent. Et donc, il faut qu'on soit créatif. Et on l'est beaucoup plus quand on est à l'extérieur. Je ne vais pas vous faire de longs discours. Pour ceux qui ont des enfants, c'est exactement comme la maman et la tati. Voilà. La tati qu'on adore, quand elle dit quelque chose, il se trouve qu'on l'écoute. Quand c'est la maman qui le dit, même si c'est la même chose, on l'écoutera moins. C'est exactement pareil. Quand on est entrepreneur, quand on est RH en temps partagé, on a la place de la tati. Alors, vous avez redit tout à l'heure certaines choses. Effectivement, on peut se sentir seul des fois quand on est entrepreneur tout seul. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est ressorti quelques fois. Oui et non. Oui, parce que vous êtes seul responsable, mais non, parce que déjà, pour ce qui est d'Allegria, on est plusieurs chez Allegria, et puis quand vous êtes ici, vous êtes au milieu de plein de monde, mais des fois, vous êtes tout aussi seul. Qui ne s'est pas senti seul au moment de ressortir d'une mauvaise négo ou d'un entretien qui ne s'est pas très bien passé? Donc, dans tous les cas, parfois on est seul, mais l'important, ce n'est pas d'être seul ou de ne pas être seul, c'est quand on est accompagné, d'être bien accompagné. C'est ça l'important. Bon, ça, c'est des stats, je vais passer dessus. Je vous ai pas... Ça, c'est le travail que j'ai fait quand j'ai décidé de devenir entrepreneur. Je dis, voilà, d'un côté, je vais mettre tous les plus de mon rôle d'entrepreneur chez Valeo en tant que DRH et tous les plus que j'espère avoir de mon rôle d'entrepreneur en dehors de Valeo. Voilà. Donc, je les fais apparaître. Je ne vais pas tous les passer parce que sinon, je vous tiens jusqu'à minuit et je ne voudrais pas être complice de personnes qui s'évanouiraient par hypoglycémie. Mais toujours est-il qu'il y a des plus de chaque côté. Ce qui est important, c'est que vous repériez ceux qui vous tiennent le plus à cœur et à tripes. OK? Ma conclusion, elle est assez simple. Et c'est pour ça que chez Allegria, c'est pour ça que j'ai créé Allegria et c'est pour ça que chez Allegria, on continue de se développer ailleurs. Je voudrais, quand je serai une vieille mémé de 88 ans et demi, pouvoir me dire, eh bien, Allegria, ça a contribué à ce que chaque organisation humaine puisse bénéficier des vraies compétences d'un RH. Parce que comme ça, les salariés qui sont dans ces organisations, eh bien, on a les leviers pour les rendre un petit peu plus heureux. Et du coup, on a un impact énorme sur la société dans laquelle on vit et dans laquelle vont vivre nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Voilà, et donc, je table que demain, eh bien, comme toute entreprise a un comptable, eh bien, toute entreprise aura un RH. C'est mon pari. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un bon apéro. Merci. Un bon appétit. Est-ce qu'on peut avoir la présentation? On peut la voir par mail ou... Ah oui, je pense. Il faut demander à Sarah. Aucun problème, je peux vous l'envoyer, pas de souci. Ah, super, merci. Merci en tout cas, Nathalie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de vous avoir et passez une bonne soirée et puis une belle année et à bientôt ici ou là. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci Nathalie pour ton retour. À bientôt.